Parfait. Alors, je vais transférer le rôle d'hôtesse à Nathalie et je lui cède la parole. Je vous souhaite une très belle rencontre. Au plaisir. Passez un bon moment avec Nathalie. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Bye. Parfait. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir d'être là avec vous. De prendre un moment relationnel avec vous. Bonjour Tiane. Enchantée. Donc, j'entends des bruits. Je vais juste... On m'entend pas bien. Non, vous n'entendez pas bien? Ben. Là, est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, OK. Si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez aussi lever le son de votre ordinateur. Parce que ça, j'ai pas... même si je lève mon son à moi, ça ne fait pas que vous m'entendez plus. Bon. Il est déjà au bout. Oui, OK. Bon. Vous m'entendez bien? Bon, parfait. Si je n'ai pas de réponse, je prends pour acquis que c'est oui. Donc, bienvenue. Je suis contente d'être là. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. En fait, quand je prends le temps de m'arrêter, là, quelques minutes, attendez un peu, je vais changer mon affichage. Moi, j'aime ça, voir les visages de ceux que leur caméra est ouverte. Donc, quand je prends le temps là, de m'arrêter un peu, il y a une petite nervosité là, au fond, mais c'est beaucoup la joie de pouvoir partager avec vous mon expérience, puis mes connaissances en lien avec la relation. Donc, c'est ça, c'est vraiment un plaisir. Quand Carole Campeau de la Maison de soins palliatifs m'a dit « Est-ce que tu as des idées pour des ateliers? » J'ai dit « Je trouve qu'en période de confinement, c'est un bon moment de parler de l'isolement et de la relation, particulièrement parce qu'il y a comme c'est comme une situation où on n'a pas choisi de se retirer des relations. On le choisit, mais en fait, il y a des règles là, qui sont imposées, là, qui fait que on peut avoir le sentiment de ne pas d'être pris là, avec nos besoins relationnels. Donc, que Carole m'a présenté, je suis thérapeute en relation d'aide. Ça fait déjà plusieurs années que je pratique, autant avec des enfants, des adolescents, des couples que des adultes. Et je me suis aussi spécialisée en accompagnement du deuil. Donc, c'est ça, c'est moi. Je suis une maman aussi dans la vie. J'ai 4 fils et une petite fille. Donc, je parle de ma famille parce que ça a eu de l'impact, le confinement, sur mes relations avec ma famille. Et je peux m'imaginer que ça fait ça aussi pour plusieurs d'entre vous. Donc, le sujet m'est venu quand Carole m'a proposé de faire un atelier conférence et j'ai commencé par me demander dans mon processus de création pour faire cet atelier-là, qu'est-ce que je pouvais apporter, dans mon grand souci d'aider, de par mon métier, qu'est-ce que je pouvais faire, puis en quoi je pouvais aider. J'ai commencé premièrement à tourner le regard sur moi, comment je vivais ça, le confinement et tout l'impact que ça a là, dans ma vie, le confinement. Et à regarder ce qui était facile puis ce qui était difficile pour moi, pour m'inspirer, pour vous apporter en fait... je ne sais pas ce que ça va vous apporter, hein, je vous fais confiance que vous allez en tirer quelque chose. Mais ce que je me suis aperçue de très important, c'est que moi, je n'avais pas changé là-dedans. Que cette expérience-là
m'a apporté une chose, m'a pas transformée comme personne, mais m'a apporté une chose, c'est qu'il y avait des besoins que je devais m'occuper maintenant d'une autre façon que j'avais l'habitude de m'occuper. Comme par exemple, je ne pouvais pas spontanément décider d'arriver chez un de mes fils pour aller voir ma petite fille, par exemple. Donc, c'est ce qui m'a donné l'opportunité, même si ce n'est pas agréable, ce genre de changement-là, de voir comment je pouvais m'occuper de moi. Donc, parce qu'en fait, nous sommes des êtres relationnels, que ça nous plaise ou pas, on a besoin des autres pour vivre. Et et c'est normal d'avoir besoin des autres. Puis je le dis juste parce que dans mon bureau, je vais souvent entendre des gens qui vont dire « j'ai le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être important ». Puis que quand je leur dis « ben toi, tu as besoin de ça avec cette personne-là, de te sentir aimé », souvent les gens vont dire « ouais, mais ça, c'est de la dépendance affective ». Fait qu'il y a comme un jugement dans avoir des besoins relationnels chez certaines personnes. Fait que c'est pour ça que je précise que c'est normal d'avoir besoin d'être aimé, d'avoir besoin d'être reconnu. Que de refuser qu'on a ces besoins relationnels-là et affectifs, c'est un peu nier une partie de nous. Donc, fait que je vais vous parler un peu de comment ça va se dérouler la rencontre. Là, je me suis présentée, j'ai introduit le sujet. Je vais vous apporter en fait de la matière, là, ce que j'ai dans les recherches que j'ai faites pour apporter plus de connaissances. Et puis après ça, il va y avoir comme un atelier où est-ce que je vais vous apporter une réflexion. Donc, vous allez avoir besoin de papier, crayon là, pour répondre aux questions, pour voir comment vous vivez ça, le confinement. Ça va se préciser tout au long, là, puis à la fin, je vais vous donner les questions. Puis ensuite, ceux qui voudront partager ce qu'ils ont appris de cette rencontre-là et de leur observation sur eux-mêmes. Ceux qui ont envie de partager pourront le faire. Et à ce moment-là, j'arrêterai l'enregistrement pour que vous vous sentiez à l'aise, à l'aise et libre de parler de ce qui est là pour vous. Donc, les objectifs, en fait, c'est de développer plus de connaissances de vous par rapport à l'isolement, la solitude et la relation. L'autre objectif, c'est d'aider à identifier les besoins que vous prenez soin en ce moment, puis les besoins que non, puis de l'impact sur vous de ne pas prendre soin de certains besoins. En fait, la connaissance de soi puis les prises de conscience sont pour moi la porte pour retrouver plus de pouvoir sur sa vie. Donc, c'est ce que je vous souhaite en fait, de trouver plus de pouvoir à vous occuper de vos besoins affectifs et relationnels. Donc, je vais vous partager, en fait, ben, on est des êtres relationnels, je l'ai dit, puis je me suis demandé si j'avais besoin de vous prouver ça, qu'on est des êtres relationnels. J'en ai profité pour aller chercher la fameuse pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, la pyramide de Maslow, je vais juste la partager. Vous allez voir, là, c'est du connu. Je pense qu'on voit ça au primaire. Au secondaire, à l'école, les besoins. Donc, je vous montre ça. Si vous me donnez un petit instant. Ici. Bon, je l'ai donc bien mis loin. Voilà.
Je vous la partage. Partager écran. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, les premiers besoins, en fait, c'est les besoins physiologiques. Quand on parle de la faim, la soif, la sexualité, se reproduire pour la survie de l'être humain, respirer, le sommeil, l'élimination. Ensuite, il y a le besoin de sécurité qui est très important. Si on ne se sent pas en sécurité, c'est difficile de penser à s'occuper de d'autres besoins. On va le voir dans les pays en guerre où les gens, ils s'occupent que de leur survie. Le restant, c'est pas important. Donc, le besoin d'appartenance, l'amour, l'affection des autres, le besoin d'estime. Là, on entre dans les besoins relationnel, là, le besoin d'être en sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, puis celui de se créer, qui peut paraître un travail qu'on fait toute seule avec soi, mais la création, c'est quand on la partage qu'elle prend tout son sens. Donc, je voulais vous le partager aussi. Ce que je voulais vous apporter, c'est qu'en fait, on est des êtres qui nous naissons d'une relation entre un homme et une femme. Et tout jeune enfant, on a absolument besoin des autres pour vivre, sinon on ne survivrait pas. On a besoin que nos parents prennent en charge nos besoins. Je ne vous apprends rien là, dans cette réalité-là. En vieillissant, ben, on développe plus d'autonomie, mais c'est quand même en relation qu'on se définit avec la famille, où on se définit comme personne. Le regard de nos parents fait qu'on développe notre estime, notre confiance en soi, leur reconnaissance, leur amour, la sécurité qu'ils nous apportent. Rendu à l'adolescence, là, il y a un détachement qui se fait avec la famille pour s'attacher à un autre groupe d'appartenance, puis c'est nos amis. On va développer des relations autres pour définir qui on est là, par le détachement de la famille. Et adulte, ben là, on est plus autonome et on va entretenir d'autres relations amoureuses et amicales. On va développer des relations aussi dans un milieu de travail ou dans le milieu scolaire, qui fait que, c'est ça, on est des êtres relationnels. Il y a des gens qui choisissent en fait de vivre seuls, de ne pas vivre en relation avec des gens, mais ils ont des relations à l'extérieur de leur milieu de vie. Donc, en fait, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai observé moi-même et que j'observe aussi avec la pandémie. C'est qu'il y a eu, à un moment donné, où on parlait beaucoup des gens qui trouvaient ça difficile d'être confinés avec la famille. On a des besoins relationnels, mais à un moment donné, les gens vivaient de l'envahissement, c'était trop, de ne pas sortir de la maison, d'être toujours avec les enfants, le conjoint, les animaux de compagnie, qui faisait que les gens avaient le sentiment là, de ne plus avoir de temps pour eux. Puis, c'est qu'en fait, il y a un manque d'équilibre. Il y a les gens qui vivent seuls, complètement seuls, qui, eux, vont manquer d'être en relation. Et les gens qui vivent en compagnie, à temps plein de gens, vont manquer de temps pour être seuls avec soi-même, qui est deux besoins importants, qui ont besoin d'un équilibre et c'est différent pour chaque personne, le temps qu'on a besoin d'être seul et le temps qu'on a besoin d'être en relation. Moi, j'ai observé avec le confinement que de passer 2 jours complètement seul sans parler à personne, c'était pas mal mon maximum. Là, je deviens
je deviens avec un manque de relation. Et là, ça me demande de m'en occuper parce que je peux me lever le matin avec une grande tristesse puis pas trop comprendre ce qui se passe ou mal dormir. C'est que ça se manifeste de différentes façons selon la personne. Et le nombre de temps qu'on peut passer seul est différent d'une personne à l'autre. Et le nombre de temps qu'on peut passer en relation aussi peut devenir à un moment donné envahissant. Comment trouver un équilibre dans sa vie entre nos moments seuls et nos moments relationnels? Avec le confinement, j'ai beaucoup entendu que l'isolement rendait malades les gens qui étaient complètement seuls. Et ça amenait les gens à réagir de plein de façons. Je vais juste regarder, là, je n'oublie pas de vous parler de quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a des besoins qu'on a dans la vie qui fait qu'on peut combler sans être en relation avec quelqu'un. On n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour combler son besoin de dormir, combler son besoin de manger. Ça peut être agréable de dormir avec quelqu'un ou de manger avec quelqu'un. Mais ce n'est pas une nécessité. Par contre, le besoin d'être aimé, lui, ça ne se fait pas tout seul. C'est l'autre qui nous aime. Donc ça, c'est un besoin qui se comble en relation. Le besoin, en fait, je vais faire le tour des besoins tantôt, là, même si ce n'est pas exhaustif, là, que je n'ai pas comblé rempli tous les besoins dans ma liste, mais en général. Donc, ce que je voulais aussi vous apporter, c'est la différence entre être seul et l'isolement. C'est deux choses différentes. On peut choisir de passer des moments seuls sans être isolé. On peut aussi vivre avec plein de gens dans notre famille et se sentir très seul parce qu'on s'isole. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de ses besoins relationnels, même en présence de gens. L'isolement, en fait, c'est plus une réaction qu'un choix. On fait ça plus inconscient. Souvent, le fonctionnement d'isolement peut être créé à force d'expériences relationnelles douloureuses, où on va préférer ne pas fréquenter de gens par peur de souffrir de nouveau. Je vous donne deux exemples, là, mais il y en a plein de raisons pourquoi les gens peuvent s'isoler. Par exemple, quelqu'un qui manque d'estime de lui peut trouver ça plus facile de ne pas être en relation avec les gens que d'être en relation parce qu'il va se sentir soit inadéquat ou inférieur. Donc, il peut éviter d'être en relation. Quelqu'un, par exemple, qui a vécu du rejet ou de l'intimidation pourrait trouver ça plus facile d'être seul que d'être en relation et voir même plein d'indices qui vont être rejetés de nouveau et préférer rejeter les gens que dans du rejet. Et là, la personne entretient par l'isolement sa solitude et son sentiment de non-valeur ou de rejet. En fait, les gens qui vivent l'isolement, j'ai pris une citation dans le livre de Colette Portelance, Relations d'aide et amour de soi. Elle dit, Colette Portelance, c'est un docteur en psychologie qui a créé le Centre de relations d'aide de Montréal, là où j'ai été formée comme thérapeute en relations d'aide. Ces livres, je les trouve très inspirants et ils expliquent beaucoup les besoins relationnels chez l'être humain. Donc, elle dit dans son livre, l'homme est fait pour vivre en relation avec les autres. Et quand il se retire pour ne pas faire face à une réalité insupportable,
c'est souvent pour y trouver une souffrance plus grande encore que celle à laquelle il a voulu échapper. L'être humain a besoin des autres. OK. Je prends le temps de m'arrêter. Je ne sais pas si... je trouve ça difficile, moi, le son fermé avec Zoom. J'ai l'impression de me parler à moi tout seul. Donc, mais je vous vois, heureusement. Ça me rassure. Donc, les êtres humains sont des êtres multidimensionnels. Oui, merci Julie. Julie, elle me dit non, non, on t'écoute. Merci. On est des êtres multidimensionnels. On a la dimension de notre tête, notre cœur, notre corps et notre être, que plusieurs appellent l'âme. Et nous avons des besoins liés à chacune de ces dimensions-là. Quand je prends le temps de regarder la quantité de besoins qu'on a, les besoins fondamentaux qu'on a pour vivre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste le corps, c'est comme les besoins physiologiques là, dans la pyramide de Maslow, mais il s'ajoute aux besoins de manger, respirer. Il y a aussi le toucher, recevoir l'affection, d'être touché, les caresses qui se comblent en relation. Oui, on peut se toucher, on peut s'auto-masser, ça peut nous faire du bien aussi. Il y a les besoins de la tête. Les besoins de notre tête, c'est apprendre, comprendre, se structurer, organiser notre temps, organiser notre espace, avoir des projets, mettre en place des changements dans notre vie, se fixer des buts, développer notre mémoire. Dans les besoins affectifs, j'en ai nommé plusieurs tantôt, là, comme être aimé, valorisé, reconnu. On a besoin d'être écouté. Vous m'écoutez là en ce moment, ça comble un besoin, ça donne d'importance à l'être que je suis. On a besoin de s'affirmer aussi dans nos valeurs. Non, moi c'est pas comme ça. Non, moi ça je suis pas d'accord. J'ai une opinion différente. C'est un besoin que l'être humain a qui va avec son besoin et son besoin de liberté d'être. Donc, être accepté et reconnu comme il est. Il y a la sécurité relationnelle aussi qui est un besoin important. Quand on va être avec quelqu'un avec qui on ne se sent pas en sécurité, on ne se sentira pas bien. Puis il y a le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenir à un groupe de sport, à un groupe spirituel, à une famille. C'est des besoins importants chez l'être humain. Et les besoins de l'être, c'est la paix intérieure, le calme, la sérénité, la gratitude, de vivre en harmonie. Donc, quand nos besoins ne sont pas comblés, ça crée des manques. Ça crée un déséquilibre, puis ça peut se faire ressentir dans beaucoup de dimensions de notre être. Ça peut être des problèmes de concentration, ça peut être émotionnel, d'avoir de la peine, d'être triste ou d'être en colère. Puis plus longtemps, nos manques et nos manques s'installent et nos besoins ne sont pas satisfaits, ça devient criant de s'en occuper. Donc, puis plus ça crie, plus on peut réagir. L'être humain, on fait ça. Notre premier réflexe, quand on n'est pas bien, c'est de chercher à l'extérieur qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien. La pandémie est devenue là, le bouc émissaire par excellence de nos manques, de nos besoins insatisfaits en ce moment. Il y a le dos large, le confinement. Hein? C'est réel qu'il y a des règles, mais j'entends beaucoup et je lis beaucoup sur Facebook là, que les gens
vont réagir par blâmer ceux qui prennent les décisions, se plaindre. Il y en a qui sont en colère, ils portent des jugements. Il y en a qui s'isolent. J'entends beaucoup de gens aussi dans l'attente que la pandémie arrête. C'est une façon de réagir qui fait que dans l'attente, on peut trouver ça long, sans que nos besoins soient comblés. On peut ressentir aussi de l'impuissance, puis se placer en position de victime, tu sais, de faire comme « c'est la faute des autres, si je suis mal, c'est la faute de la pandémie, c'est la faute du confinement. » Puis il y a des gens qui m'ont dit « mais on est des victimes, c'est réel, là, on n'a pas choisi ça. » C'est vrai qu'on n'a pas, en tout cas, je connais personne qui voulait qu'il y ait une pandémie, là, c'est clair. C'est vrai qu'il y a une partie sur laquelle on n'a pas de contrôle. Puis moi, ça me rend bien empathique, tu sais, d'entendre tout ce que les gens vivent. C'est incroyable. Personne n'est indifférent à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Les réactions sont naturelles, mais elles cachent en fait des émotions puis des besoins insatisfaits. Puis quand on ne prend pas conscience de ce qu'il y a derrière nos réactions, bien, on reste insatisfait. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça vous fait vivre, la pandémie, émotionnellement. Il y en a que c'est de la peine, de la tristesse là, de ne pas voir les gens qu'ils aiment. Mais il y a beaucoup de peur. J'entends beaucoup de peur. La peur de l'attraper, la peur de donner la COVID, d'être malade, de mourir, de vivre la culpabilité s'il fallait qu'on le donne à quelqu'un. Il y en a qui ont peur de rester handicapés. Hein. On est assez sollicité à la télévision avec les publicités de ce qui peut arriver de pire. Si on l'attrape, là, c'est beaucoup ça qu'il y a dans les publicités. Puis, je comprends que c'est pour nous convaincre de rester confinés, là. Il y a la peur de perdre son travail. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, la peur de manquer de l'argent, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Puis il y en a pour qui c'est réel. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Ça fait que ça peut être difficile d'accepter ce qui arrive en ce moment. Puis une façon où notre tête fonctionne, où nous donne l'impression d'avoir du pouvoir ou du contrôle, c'est de s'imaginer, pour essayer de se sécuriser, c'est de s'imaginer la pire chose qui peut arriver, pour essayer de calmer les peurs. Dans cet imaginaire-là, ce que j'ai observé, de par ce que j'entends dans mon bureau avec les clients, de par aussi mon expérience personnelle, tantôt je vais vous parler de mon expérience personnelle avec la pandémie, l'insécurité que ça crée. Ce que j'ai observé, c'est que l'imaginaire de la pire affaire qui peut arriver ne fait qu'augmenter nos peurs et non réellement nous sécuriser. Prendre soin de ses besoins, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses besoins. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Ferrini. Il a écrit le livre Le silence du cœur. Il dit dans son livre, prendre soin de toi est une vocation à temps plein. N'essaie pas d'en faire une activité à temps partiel. Cela doit devenir le point majeur de ta vie. Donc, le pouvoir qu'on a sur notre vie et de nous occuper de nos besoins se passe dans l'ici maintenant.
le pouvoir du moment présent. Moi, c'est une ressource importante que j'ai découvert avec la pandémie. C'est de prendre soin ici, en ce moment, de ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Donc, je vais vous donner un exemple de réaction que, en tout cas, peut-être ça va vous faire sourire. Moi, aujourd'hui, ça me fait sourire, mais quand je l'ai vécu, c'était pas nécessairement drôle pour moi. Donc, quand l'année passée, au mois de mars, il y a eu la fermeture et le confinement, moi, je travaillais beaucoup, fait que c'était un peu comme une bénédiction pour moi d'arrêter pendant 3 semaines. C'était le temps où j'ai été arrêtée de travailler complètement. J'étais épuisée, fait que j'en ai profité pour me reposer puis écouter les nouvelles. J'ai passé 3 semaines à écouter la télévision puis à étendue sur le sofa. Ça m'a permis de me reposer. Mais ce que j'ai observé, c'est que je me suis fait un chiffrier Excel. J'écrivais les statistiques, là, combien il y avait de nouveaux cas par jour, combien il y avait de décès. J'essayais, avec ma tête, de me rassurer avec cette situation-là. Et je me suis rendu compte au bout de 3 semaines que ça avait juste augmenté mes peurs de voir que c'était exponentiel. Ça grossissait le nombre de cas et j'ai vu que ça ne m'aidait pas du tout d'entretenir cette façon-là. Au contraire, ça augmentait ma peur. J'ai arrêté d'écouter la télévision. Je suis revenue dans la réalité qu'en ce moment, je me sentais en sécurité chez moi. Le confinement me sécurisait. C'était mon premier constat, en fait, qui m'a fait du bien. J'ai dû m'occuper de mon besoin de sécurité financière parce que ça a changé. C'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon. Là. Tout le monde n'a pas eu les mêmes difficultés par rapport au confinement et aux arrêts de travail. Il y en a qui ont continué à travailler. Moi, ça a eu de l'impact. J'ai eu à m'occuper de gagner ma vie différemment. Donc, j'ai mis à faire de la thérapie par vidéoconférence. Je travaille dans une école. Ça s'est transformé en vidéoconférence aussi. Donc, j'ai repris le travail. Quand j'ai regardé les statistiques que j'avais écrites, il y avait quelque chose d'autre qui me rassurait aussi. Ça, c'était pour m'occuper de mon besoin de sécurité, là. Ce qui me rassurait, c'était de voir que c'était moins de 1% des gens qui mouraient. Ça me faisait du bien de voir que c'était pas plus que ça. Ça, c'était une réalité qui me sécurisait, qui me faisait sortir de mon imaginaire. Ça n'a pas été long, après 3 semaines, là, sans vraiment parler à de gens où j'ai eu à m'occuper de mes besoins relationnels et affectifs. Là, les gens que j'aime me manquaient beaucoup. Et j'ai créé les petits déjeuners Skype. Je prenais des rendez-vous avec les gens de mon entourage. On se préparait un petit déjeuner, on se connectait par Skype à 8 heures, par exemple, le samedi matin. Ça m'a permis un coup que j'ai eu trouvé la sécurité, j'ai vu en fait que ma créativité revenait dans comment j'allais prendre soin de mes besoins relationnels. Et j'avais une amie qui tricotait, on se faisait des cafés tricot de temps en temps. Ça me permettait de ne pas dépasser mon 2 jours seule, sans parler à personne. Je vous dis tout ça parce que c'est mon expérience à moi, là. Je ne sais pas c'est laquelle la vôtre. Mais si vous avez des besoins qui ne sont pas comblés, ben, je vous invite à regarder comment vous pourrez faire pour vous en occuper. J'ai été beaucoup aussi impressionnée par les gens qui se créaient leur travail
Les gens ne pouvaient plus aller dans des gyms. J'ai vu des gens faire des séances de gym en vidéoconférence. J'étais fascinée par la création des gens. Les gens qui décidaient de s'occuper de leurs besoins, soit de sécuriser financièrement en gagnant leur vie, mais aussi leur besoin d'être en relation. D'être en relation par des cours de danse en ligne. D'autres, c'était des apprentissages plus rationnels, là. Donc aller suivre un cours en ligne, c'était une façon pour eux de prendre soin de leurs besoins. Ça m'a permis aussi de retrouver comme une certaine paix intérieure en trouvant la sécurité, en me sécurisant financièrement et de me sentir sécure aussi dans mon environnement. De retrouver les gens que j'aimais, même si c'était de façon virtuelle, que c'était pas le toucher, ça me faisait du bien aussi. Ça m'a permis de vivre la gratitude aussi, d'apprécier le chant des oiseaux et le soleil qui sortait du printemps après un mois ou deux là, de confinement, d'apprécier ça aussi. Donc, là, en ce moment, ce que j'observe dans les besoins, quand je prends le temps de m'arrêter aux besoins qui ne sont pas comblés, pour moi, en ce moment, c'est vraiment le toucher. Là, j'ai vu que cette semaine, j'avais beaucoup de raideur dans mon corps. Et la façon de m'en occuper, ça va être de trouver quelqu'un pour me faire un massage, d'engager, d'aller chez un massothérapeute avec masque et tout, là, mais ça, c'est vraiment un besoin qui devient criant pour moi. Je le sens dans mon corps. Donc, je compte m'en occuper prochainement. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Là, on arrive au moment de la réflexion, en fait. J'ai envie que vous preniez le temps à votre tour de regarder comment ça se passe pour vous. Fait que si vous avez un papier puis un crayon, là, je ne sais pas si les gens qui ont la caméra fermée ont ce qu'il faut sous la main. André, il n'y a que toi que je vois. Tu as tout ce qu'il te faut pour faire la réflexion? Oui, parfait. Donc, je vais vous énumérer des questions. Je vous invite à les écrire. Après ça, je vais vous laisser un temps pour y répondre. Puis en fait, c'est ça, c'est de voir l'objectif de cette réflexion-là, c'est de voir, de prendre le temps de voir vous, c'est quoi vos besoins. Donc, ben, je vais vous dire les questions au lieu de vous les résumer. Vous pourrez y répondre. Je vais vous laisser un temps après. Donc, dans un premier temps, je vous invite à écrire les questions. Ensuite, je vais vous laisser un temps pour y répondre. Donc, la première question, c'est quels sont les besoins que vous vous occupez le plus facilement en ce moment dans cette période de confinement? Est-ce que c'est les besoins du corps? Est-ce qu'il y a les besoins relationnels? Est-ce que c'est des besoins plus de tête? Est-ce qu'il y a des besoins aussi de l'être, la gratitude? La deuxième question, si je vais trop vite, faites-moi signe. La deuxième question, c'est quel besoin c'est plus difficile pour vous de vous occuper en ce moment? De quoi auriez-vous besoin en ce moment pour être bien, satisfait de votre vie? La troisième question. Je vais juste faire entrer Viviane qui est avec vous. Donc, la troisième question. Lorsque vous pensez à la pandémie, quelles sont les émotions et les sentiments que ça vous fait vivre? Est-ce que c'est des peurs?
Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'agressivité? Est-ce que c'est de la peine, de la tristesse? Est-ce que c'est de l'indifférence? Est-ce que c'est le sentiment de perdre votre liberté? Est-ce que c'est de la solitude? Est-ce qu'il y a de l'envie, de la jalousie ou autre? La 4e question. André, ça va? OK, parfait. André, c'est mon repère, là, comme il y a juste celle que je vois. Vous pouvez aussi chatter là, dans discussion, me dire oui, toi aussi, ça va, Julie. Merci. Bon. 4e question. Si vous vous arrêtez à vous, face à votre besoin d'être seul et votre besoin d'être en relation, vous, est-ce que vous êtes capable d'identifier c'est quoi votre capacité à être seul? Combien de temps vous pouvez passer seul sans en souffrir? Et comment ça se passe pour vous quand vous dépassez ce temps-là? Comme moi, tantôt, je disais, là, quand je passe 2 jours sans parler à personne, je vis une tristesse, j'ai envie de pleurer, je comprends pas trop. Donc ça, c'est le petit A. Le petit B de la question 4. Quelle est votre capacité à être en relation? Combien de temps vous pouvez être avec des gens avant que vous ayez envie de vous retrouver seul? Un besoin là, de vous retrouver seul, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'a plus un instant pour nous. Là. Puis comment vous vous sentez quand vous dépassez cette limite-là? Le petit C, à la lumière de ce que vous observez dans le point A, B, donc votre capacité à être seul, votre capacité à être en relation, est-ce que vous êtes bien avec ce que vous observez là? Si oui, pourquoi? Puis sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des jugements? Est-ce que vous trouvez que vous avez donc besoin d'être en relation? Ou au contraire, ben voyons comment se fait, moi, j'ai pas besoin d'être plus que ça en relation. Question 5. Quelles sont vos réactions à vous lorsque vos besoins ne sont pas satisfaits devant votre impuissance face à la pandémie? Comment vous réagissez? Est-ce que vous avez tendance à vous isoler? Est-ce que vous vous plaignez? C'est tout à fait normal, là. Je suis pas... Est-ce que vous êtes dans le jugement, dans la critique de l'extérieur? Oui, je répète la question 5, Julie. Quelles sont vos réactions lorsque vos besoins sont insatisfaits ou quand vous vous sentez impuissant face à la pandémie? Là, comment vous réagissez? Est-ce que c'est de l'isolement? Bienvenue. Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que c'est des jugements et des craintes et des critiques face à l'extérieur? Ou au contraire, est-ce que c'est des jugements et des critiques face à vous-même? Est-ce que vous avez tendance à rester dans l'attente? Est-ce qu'il y a de la colère, de l'agressivité? Est-ce que vous avez tendance à rejeter les gens qui ont des opinions ou qui voient ça différemment de vous? Ou autre réaction, là, Question 6. Quel besoin relationnel ou manque que vous vivez en ce moment et que vous pourriez vous occuper? Si vous vous référez à la question 2, ce que vous avez répondu. Donc, A, après que vous avez identifié le besoin et le manque, le besoin insatisfait et le manque,
A. Comment vous pourriez vous en occuper? B. Avec qui? C. Quand? De voir comment vous pouvez vous engager avec vous-même pour prendre soin de ce manque-là, pour combler le besoin qui est là derrière. Une dernière question. En ce moment dans votre vie, vous avez de la gratitude pour quoi dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie en ce moment? Et avec quoi vous repartez aujourd'hui suite à cette présentation-là et à la réflexion que vous faites? Donc, je vous laisse un 10 minutes pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez me faire signe là, quand vous avez terminé de répondre aux questions. Ça me fait plaisir, Joanne.